Bonsoir, très chers téléspectateurs. Je vous retrouve avec grand plaisir après quelques jours d'absence dû à des sollicitations professionnelles diverses. Eh bien, je suis très heureux d'être là cet après-midi, comme les autres dimanches, pour cette seconde partie du débat panafricain. Eh bien, nous allons parler de la guerre en Ukraine avec cet appel du secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle donc Moscou à coopérer avec les enquêteurs de la Cour pénale internationale, notamment sur les crimes de guerre supposés en Ukraine, qui, comme vous le savez, depuis le 24 février est donc en conflit. Une ouverture d'enquête donc qui serait donc chapeautée par la CPI, mais la CPI qui est accompagnée par un attelage, je vous l'ai dit, de certains membres de l'OTAN qui est donc parti au conflit, quoi, qu'en disent les acteurs occidentaux. Nous allons essayer de comprendre quel est le sort que pourrait réserver la Russie, ou bien que va réserver la Russie à cet appel. Nos panélistes vont nous permettre d'avoir les clés de compréhension et de tout de ce qui pourrait se passer autour de cet appel du secrétaire général de l'ONU, à l'aune de ce qui s'est souvent également aussi passé avec quelques grandes puissances, notamment les États-Unis, lorsqu'elles ont été interpellées, en tout cas, ou sollicitées dans ce type de cas. Mais avant cela, évidemment, nous allons nous arrêter. Nous allons faire un petit crochet au Mali, et surtout pour voir ce qu'on pourrait attendre de la médiation acceptée du Togo, notamment de son président Faure Gnassingbé, dans la crise qui oppose donc le Mali à l'instance sous-régionale, la CEDEAO. Et pour en parler cet après-midi, eh bien, que du beau monde dans ce studio d'Afrique Média. Vous êtes là, André Christelle Fanga, vous êtes un journaliste bien connu, directeur de la publication, mais surtout un panafricaniste d'Alam, en tout cas dans votre vision, dans votre projection de l'Afrique. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation d'Afrique Média. Fred Bongo, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi encore de partager ce prestigieux plateau avec vous. C'est un plaisir. Je crois que les Africains peuvent être fiers des hommes comme vous aussi. Parce que vous vous donnez corps et âme pour que l'Afrique puisse rester debout et continuer à avancer. Bonsoir aux techniciens, particulièrement mon ami Nathan, qui est derrière les machines. Bonsoir à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions être vus. Bonsoir aux Africains, bonsoir au monde entier qui nous regarde, parce que ce soir, nous allons encore débattre des problèmes extrêmement importants. Je voudrais d'entrée de jeu entrer avec un coup de gueule par rapport à mon pays, le Cameroun. Et j'ai apprécié la descente du ministre des Domaines et des Affaires foncières dans la ville de Douala, Monsieur Henri Yeba ici, qui est venu toucher du doigt des problèmes fonciers. Et nous avons vu quand même une grande cérémonie couplée avec la magniture où on a remis près de 1000 titres fonciers à des propriétaires, des gens qui ont attendu 20 ans, 30 ans pour avoir un titre foncier dans les lots magniture. Et ça, cette politique-là, vous savez que, comme le disait un célèbre comédien à cette cérémonie, le titre foncier aujourd'hui est comme de l'or. C'est comme de l'or. Et quand vous avez un titre foncier, vous êtes un vice-gouverneur, vous êtes un gouverneur dans une parcelle de terre bien définie. Donc, nous voulons féliciter cette descente-là et des échanges qui ont eu entre les différents protagonistes par rapport aux problèmes de titre foncier dans notre pays, et que le domaine du titre foncier vraiment doit faire l'objet de beaucoup d'attention de la République, parce que les problèmes de famille, des problèmes de division, de guerre, de tribalisme et de tout sont exacerbés à cause de ce problème de titre foncier. Donc, félicitations monsieur le ministre Henri Yeba ici pour cette descente sur le terrain, pour toucher du doigt vraiment les réalités de ces problèmes dans la ville de Douala. Vous savez que Douala, avoir un lopin de terre, c'est pas du tout facile. Et quand vous l'avez et avoir le titre foncier encore, c'est un autre chemin, la croix et la bannière. Donc, nous disons bonsoir à tous les Africains et bonne écoute, bon débat. À tout à l'heure. Merci à vous, André Christelle Fanga. Ces problèmes domestiques du Cameroun qui ne vont pas donc nous empêcher de voir l'Afrique en grand. Eh bien, vous êtes là, Fabrice Béor. Ça faisait un bon bout que nous ne vous avions pas eu sur le plateau. En tout cas, moi, personnellement, en tant que modérateur, je suis tout heureux de vous accueillir. Bonsoir, Fabrice. Plaisir de vous retrouver sur Afrique Média. Alors Fabrice, je vais commencer directement avec vous. Vous avez donc appris l'acceptation
et on va dire ça comme ça, vu de Lomé, c'est donc l'acceptation de la médiation. Ça veut donc dire que vu de Lomé, ils ont été sollicités. Alors le président Faure Gnassingbé a donc accepté de jouer les médiateurs entre le Mali et la CEDEAO. D'abord, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle et puis surtout ce choix porté sur Faure Gnassingbé? Que puis-je vous dire dessus? Je vous avoue que je suis moins spécialiste que Luc Michel sur ces questions, bien évidemment, puisqu'il les maîtrise quotidiennement. Moi, je suis plus, en réalité, effectivement, dans les relations entre la Russie et l'Afrique qu'interafricaine. Ceci étant dit, aujourd'hui, dans le cadre de l'offensive occidentale, donc de la CEDEAO, contre le Mali, que pouvons-nous attendre d'un intermédiaire dans le conflit à l'heure actuelle, puisque quel compromis peut-il y avoir en ce sens que la CEDEAO c'est la parole aujourd'hui du Quai d'Orsay et que Bamako veut tout simplement rester souverain puisqu'on a fait cette révolution pour cela. Donc bon, maintenant toute discussion est toujours intéressante. Pour autant, on le voit bien, aujourd'hui, de plus en plus de pays africains ne veulent pas, ne veulent plus, certains sont encore hésitants puisqu'ils sont encore sous la domination française. En fait, la réalité de la peur de se faire éliminer, une habitude de la France-Afrique. Et donc, par les différentes barbouzes, ça c'est une tradition du Quai d'Orsay. Mais vous avez de plus en plus d'États africains qui ne veulent pas participer à l'étouffement d'un pays frère sur le continent, ce qui me paraît tout à fait normal. Et toute discussion est toujours intéressante. Et j'aimerais bien voir si effectivement cette intermédiation fait que aboutirait à des propositions entre guillemets dites acceptables. Que va faire à ce moment-là la CEDEAO? Que va faire Paris en réalité en donnant des ordres encore aux États qui sont sous sa coupe? Ce serait intéressant à voir puisque la politique de la France du Quai d'Orsay et des réseaux de la France-Afrique dans la région n'est pas pour trouver une solution équitable, n'est pas pour trouver des solutions et de négocier, et là pour faire perdurer l'ordre sur lequel ils pensent qu'ils peuvent encore s'appuyer, n'ayant pas compris que cela est terminé. Donc intermédiaire de négociation, il faut jamais refuser le dialogue. Vous voyez d'ailleurs la Russie, même devant une impossibilité, elle se dit toujours, même s'il y a 0,01% de possibilité, il faut toujours l'essayer parce que vaut mieux des négociations que d'arriver à une épreuve de force. Bon, ce ne sera pas le cas pour le Mali, mais aujourd'hui, dans le cadre de la crise internationale avec ce qui se passe en Ukraine et les prix alimentaires qui explosent partout dans le monde et les prix énergétiques également, et l'Afrique n'en sera pas exempt non plus ne passera pas à côté de cette crise. Il est évident qu'aujourd'hui, ces sanctions, en fait, cet embargo contre le Mali, pour moi, est un crime contre l'humanité. Donc c'est assez amusant de voir le secrétaire général de l'ONU venir à Moscou raconter le storytelling des médias de l'OTAN sur ce que vous avez indiqué en introduction, le soi-disant massacre, enfin le vrai massacre de Boutcha, en parlant qu'il faut que la Russie collabore, mais sans parler que l'Ukraine, que Kiev, la jeune de Kiev, doit collaborer. Mais là, en Afrique, évidemment, il y a une sorte d'amnésie assez particulière. Mais comprenez bien, à l'heure d'aujourd'hui, et c'est ma conclusion, vous avez également une famine qui a tué, qui tue et qui tuera encore des centaines de milliers de Yéménites, mais là, il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, avec cette crise, on accuse la Russie de participer, d'être à l'origine de cette famine. Donc moi, j'accuse la CEDEAO et j'accuse les pays occidentaux et la France en particulier, le Quai d'Orsay plus particulièrement, Monsieur Le Drian, de participer avec cette volonté de punir le peuple malien, parce que c'est le peuple malien qui est puni, de punir le peuple malien de sa volonté de souveraineté. En cela, j'espère que l'intermédiation donc du président du Togo permettra de trouver une solution, ou à tout le moins de démontrer l'hypocrisie de la CEDEAO qui est bloquée dans les rouages de la France-Afrique. Béor,
Alors, Luc Michel, bonsoir. Vous êtes également là, panafricaniste madré, même si beaucoup de vos contempteurs vous présentent volontiers davantage comme étant anti-occidentaliste. Eh bien, merci d'avoir trouvé du temps pour être là avec nous. Parlons donc de cette CEDEAO avec le différend qui l'oppose au Mali, le choix de porter sur Fort Gnassingbé. Que vous inspire le profil de l'homme et surtout, comment est-ce que vous voyez sa capacité à renouer véritablement les fils du dialogue? D'ailleurs, dialoguer, faire la médiation, qu'est-ce qu'il y a à négocier aujourd'hui encore entre le Mali et la CEDEAO? Bonsoir Fred, bonsoir à ton plateau et bonsoir à mon ami Fabrice Béot. Il y a un parallèle à faire entre la crise CEDEAO Mali et le dossier Ukraine-Russie. C'est que les deux dossiers, ils ont conduit à l'ébranlement des lignes géopolitiques. Aujourd'hui, le monde aligné sur les Occidentaux ne l'est plus. Les voisins du Mali, particulièrement, n'ont pas voulu voir leur économie détruite en soutenant les sanctions contre le Mali. Il y a particulièrement la Guinée-Conakry, où est au pouvoir un lieutenant-colonel qui était mis au pouvoir par les Américains, mais qui, dans le dossier ukrainien, a pris le parti de Moscou contre l'Ukraine, et qui, dans le dossier des sanctions, a pris le parti de Bamako. Il y a Macky Sall, élu en 2014, avec l'aide des Français et des Américains, qui aujourd'hui est un des principaux soutiens du Mali et est le principal allié de l'Iran dans la guerre du gaz dans le golfe de Guinée. Enfin, il y a le Togo de Fort Gnassingbé. Jusque-là, le Togo était un élément, le joyau de la couronne de la France-Afrique. Mais dans l'affaire malienne, Gnassingbé est le principal allié du Mali. Il a refusé de participer aux sanctions et il tente d'aider les Maliens. Il y a un élément caractéristique de cela. Vous savez que je suis correspondant permanent pour la télévision d'État, Presse TV à Téhéran. Téhéran, qui a une édition africaine qu'on appelle le Zoom Afrique, il a salué en début de cette semaine le président du Congo pour sa participation à la défense du Mali et au corridor anti-sanctions que l'Algérie, la Mauritanie, la Russie, l'Iran et justement le Togo sont en train de mettre en place. C'est la grande frayeur d'ailleurs des Français et des Américains. Aujourd'hui, Macky Sall au Sénégal ou Fort Gnassingbé au Togo ne sont plus considérés comme des alliés fiables. C'est la raison pour laquelle la France-Afrique se replie sur un dernier petit nombre d'États sûrs pour eux, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara et le Niger de Mohamed Bazoum. Donc moi je vois d'un très bon œil l'intervention du Togo et on doit comprendre quelque chose, c'est que la CEDEAO sait qu'elle a perdu la partie et elle essaye un peu de se rattraper parce que ce qui est en jeu c'est son existence même. On voit les Maliens chasser Barkhane, interdire France 24 et TV5. On va probablement voir le Mali quitter rapidement la zone du franc CFA. Et la CEDEAO sait bien que si le Mali quittait la CEDEAO, suivi par un autre pays de celle-ci, ce sera la fin de cette union régionale. Surtout qu'à côté déjà, il y a le Nigeria, mais là pour les intérêts de Londres, qui n'est plus du tout d'accord de soutenir Paris. Merci à vous, Luc, pour ce premier geste sur ce sujet d'accueil. Alors, je pense que Luc Michel en avait terminé. Oui, Luc en avait terminé. Mais je reviendrai à vous, Luc Michel, le temps de prendre notre ami Dasside Bindouté, qui est également présent. Bonsoir, Dasside Bindouté. Vous êtes un observateur averti donc de la scène géopolitique mondiale et africaine, panafricaine, devrais-je dire en particulier. Comment avez-vous accueilli, vous, l'annonce, l'information de la médiation du président Fort Gnassingbé dans la crise malienne, entre le Mali, donc, les autorités maliennes et la CEDEAO, surtout lorsque vous regardez le profil de l'homme
et surtout aujourd'hui de l'homme qui souffre un peu de légitimité au niveau intérieur. Est-ce que ça peut être un exutoire pour lui pour essayer de se refaire une virginité politique à l'extérieur de son pays, comme le disent d'ailleurs ses contempteurs? Je salue tous les co-panélistes et tous ceux-là qui nous suivent. Et c'est vraiment un réel plaisir, voilà, et de prendre la parole au niveau sur Afrique Média pour parler de nos problèmes existentiels. Et je pense que je dois me répéter. Et ces médiations, il faut les dire tout d'égo, que ces médiations, c'est pour perdre le temps du Mali. Et le Mali lui-même est en train de perdre du temps. Et personnellement, je ne sais pas ce que cette médiation peut apporter au Mali, parce que c'est quand même surprenant qu'une organisation sous-régionale, des gens qui existent entre frères, c'est les mêmes peuples. C'est cette même CEDEAO qui porte aujourd'hui le manteau de l'AOF. Je vous ai dit que la CEDEAO est devenue l'AOF, Afrique occidentale française, dont les chefs d'État là sont comme les gouverneurs. La même CEDEAO à l'intérieur choisit un État, après avoir infligé des sanctions contre le Mali, choisissent encore un chef d'État parmi eux qui ont sanctionné le Mali, d'aller encore faire la médiation entre le Mali et la CEDEAO. Bon, c'est ce qu'on dit en Afrique, terre à terre, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Voilà, c'est ça la sorcellerie comme ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous coupe pas, simplement sur cet élément-là, et Luc l'a d'ailleurs brillamment rappelé, tout le monde sait que le Togo, et donc le président Faure Gnassingbé, n'était pas pour ces sanctions. Est-ce que ce n'est pas un adjuvant aujourd'hui dans la recherche des voies de sortie? C'est pas un acte dans la recherche des voies de sortie, parce que pourquoi? Et Faure Gnassingbé lui-même, il est au pouvoir depuis quand? C'est pourquoi la CEDEAO est en train de combattre le Mali. Faure Gnassingbé a fait pire. Faure Gnassingbé a fait pire. Chez lui, qu'est-ce qui va? Le Togo fait combien de kilomètres carrés? Le Togo a combien de richesses? Est-ce que le Togo avance? Voilà. Chez nous en Afrique, du point de vue initiatique, on ne prend pas quelqu'un qui est souillé pour aller chercher la bonne cause. On prend des gens sages, des références. Faure Gnassingbé aujourd'hui est quel référent pour aller faire cette médiation? Et pourquoi une médiation? Si la CEDEAO est là pour les peuples ou pour les Africains, il y a un problème au Mali, ça ne date pas d'aujourd'hui. La CEDEAO devait se rendre au Mali, s'asseoir avec les Maliens, discuter, trouver un terrain d'entente. Mais s'il faut aller à l'occidental, prendre des sanctions, je dis et je répète, les Maliens sont en train de se souiller et ils vont faire que la terre malienne sera contre elle-même. En Afrique, quelqu'un ne peut pas prendre des sanctions contre toi pour que tu n'aies même pas à manger et tu vas t'asseoir l'écouter. Les sanctions qu'ils ont prises contre le Mali, c'était pour l'étouffer. C'était pour que le Mali panique et venir s'agenouiller, dire que non, nous demandons pardon. Mais le Mali n'a pas fait ça. Maintenant, ils cherchent à gagner du temps, à embrouiller le Mali. Les gens m'ont dit que c'est la médiation et un beau jour, je dis bien un beau jour, vous allez entendre qu'ils ont frappé Bamako. La même CEDEAO ne va pas se lever contre ceux-là qui ont frappé Bamako. Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans cette même Afrique de l'Ouest avec Dadis Camara. Les gens parlaient, quand ils ont frappé Dadis Camara, qui a parlé encore de Toumba? C'est comme ça. Donc moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, les Maliens doivent perdre le temps, aller s'asseoir dans des médiations, parce que depuis longtemps, je disais sur ce plateau que le Mali doit quitter immédiatement, devait quitter la CEDEAO. Parce que le Mali n'a plus rien à faire dans la CEDEAO. La CEDEAO n'apporte rien au Mali. On a dit non, certains ont dit non, que c'est trop tôt, il faut aller doucement. Non, nous connaissons la culture occidentale. Nous connaissons la vision politique des Occidentaux. Nous savons que le terrorisme n'existe pas. C'est une guerre coloniale. Et aujourd'hui, pourquoi s'asseoir en train de tergiverser quand on décide de prendre son destin en main? Non. Cette médiation va apporter quoi? Et si le Mali repart à la CEDEAO, avec la CEDEAO, c'est pour organiser les élections? C'est pour organiser les élections? Est-ce qu'aujourd'hui les élections sont une source de résolution des problèmes dans nos États? Absolument pas vrai. On a organisé combien de fois des élections en Afrique? Ça a résolu quel problème? Est-ce que ce sont les élections qui vont faire de nous des puissances? Non. Il faut qu'on arrive d'abord à asseoir l'État. Et il faut que le Mali s'organise. C'est ça le vrai débat.
Et on s'en fout des élections. Les élections vont venir quand tout sera stabilisé. On va reloger les populations. Les gens vont regagner leur village. On va arriver à les nourrir dignement. C'est là maintenant on partira sur la base de la nouvelle organisation politique. On va organiser maintenant le Mali. On va organiser maintenant les élections. On sait comment maintenant, en fonction de l'histoire qu'on vient de vivre, c'est qu'on va devenir. Mais si on se lève comme ça, parce que les Occidentaux crient, il faut organiser les élections, il faut se lever maintenant, aller avec la CEDEAO pour venir dire qu'on a trouvé un terrain d'entente. Le calendrier électoral, c'est en 24 mois. C'est quoi ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous, Africains, pourquoi nous continuons à jouer aux enfants comme ça? Est-ce que les autres pays là envoient une lettre à une organisation, à qui que ce soit, pour s'organiser de façon interne? Non, moi je ne pense pas que cette médiation c'est quelque chose. Et les Maliens, les autorités maliennes doivent quitter dans cette affaire de CEDEAO. Moi je le dis et je le répète. En tant qu'initiés, si le Mali continue comme ça, ils vont les frapper. Ils vont les avoir. Vous avez pris votre décision. Continuez et libérez votre peuple. La CEDEAO ne doit même plus s'ingérer dans les affaires du Mali. L'embargo là, regardez ce que ça fait. Regardez ce que l'embargo fait au Mali. Est-ce que nous sommes des Blancs? Est-ce que nous sommes des Européens pour frapper, pour mettre embargo sur un peuple? C'est pas de la culture africaine. Il faut le dire haut et fort. Je l'ai toujours dit ici, chacun n'a qu'à se référer à ses valeurs. Depuis qu'en Afrique, on a placé embargo à quelqu'un. Depuis qu'en Afrique, on a refusé de la nourriture à quelqu'un. Depuis qu'en Afrique, on a refusé de l'eau à quelqu'un. Nous partons prendre ces cultures politiques des Blancs, là, des Occidentaux, pour venir s'appliquer entre nous, alors que nous sommes entre frères. Il y a beaucoup d'Européens qui ne connaissent pas nos frontières. Vous partez au Mali, il y a des villages au Burkina. Pour aller dans ces villages-là, il faut aller d'abord au Mali avant d'aller au Burkina. C'est les mêmes peuples qui vivent ensemble. Mais comment veut-il que nous continuons à raisonner comme ça, comme si on était des Occidentaux? Non, moi je pense que nous devons réclamer notre identité, notre histoire, notre vision du monde. Il ne faut pas qu'on continue de jouer comme si on n'a rien dans notre cerveau. Qu'est-ce que la CEDEAO nous apporte à l'heure où nous parlons? Dites-nous, l'Union européenne s'allie derrière la France, mais le Mali se retrouve seul comme un orphelin. Et moi, vous voulez qu'on vienne accompagner nos chefs d'État dans ces comportements-là? Pourquoi l'ONU, l'Union européenne, s'aligne derrière la France pour recoloniser le Mali? Pourquoi l'Union européenne, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, tous ces pays occidentaux ont des bases militaires au Niger, à côté du Mali, entre nous ici, et nos problèmes ne se résolvent pas. On ne sait pas qui nous est. Donc moi je pense que la CEDEAO, le Mali, doit quitter immédiatement la CEDEAO et lancer un projet de société travailler sans la CEDEAO. La CEDEAO ne peut rien apporter au Mali. Et si les Maliens continuent comme ça, je le répète, au nom de la terre sacrée du Mali, Assimi Goïta verra qu'on va le frapper. Parce qu'il ne faut pas perdre le temps. Ils vont tambouiller, ils seraient préoccupés que c'est des médiations. Les gens viennent, tu ne sais pas quel WAC ils viennent déposer là-bas, quel fétiche ils viennent déposer pour tambouiller. Vous pensez que c'est facile? Nous sommes africains. Quand on va dire qu'il va, allez-y voir Fort. Vous savez comment Fort aussi a travaillé pour vous adoucir? Non. Il faut cesser d'être en contact avec nos frères africains. D'accord, c'est bien compris, Dacier de Bindouté, comme d'habitude, toujours avec une verve très caustique et surtout très tranchée dans ses prises de position. Je vais revenir à vous certainement sur ce sujet d'accueil avant de conclure dessus. Alors, André-Christelle Fanga, Luc Michel l'a dit, la CEDEAO se retrouve dans un tournant existentiel. Si cette mission de médiation échouait, est-ce à dire que ce serait la fin pratiquement de la CEDEAO? Et puis quel est le crédit que vous apportez aux médiateurs désignés? La CEDEAO existe encore. Elle existe, la CEDEAO, puisqu'on parle encore de médiation avec le Mali et que les sanctions courent. Non, toujours. Fred, je ne vous ai pas demandé de répondre. Je vais répondre. Je comprends bien, mais je fais comme si pour répondre à la place, pour que vous argumentiez pour nos téléspectateurs. Vous savez, il y a un problème chez nous en Afrique. C'est qu'un mort ne veut pas s'avouer cadavre. La CEDEAO a tiré lui-même sur son propre pied. C'est-à-dire, ce qui en fait la force, c'est l'unité. Oui. Mais vous-même, vous brisez le pacte de l'unité et vous voulez maintenant vous revenir avec des modèles. Bon, pourquoi
courir aux sanctions au lieu de passer d'abord à la médiation? Pourquoi mettre la charrue avant les bœufs? Parce qu'avant de sanctionner quelqu'un, on avertit. Mais, comme la CEDEAO, comme quelqu'un l'a bien défini tout à l'heure, je crois, c'est notre frère tout à l'heure, qui le disait, Dacier, qui disait que mais, simplement c'est déjà une affaire de Français. En réalité, et comme je l'ai toujours dit, le vrai président de la CEDEAO s'appelle Emmanuel Macron. C'est lui le président de la CEDEAO. Donc, quand il prend une décision, le reste des sous-préfets, des gouverneurs, des préfets qui sont là, n'appliquent que simplement. Donc aujourd'hui, tout ce que vous voyez, c'est parce que la France a perdu pied au Mali. Et il faut simplement essayer de se rattraper. Est-ce que, au travers de la CEDEAO, soi-disant d'une médiation, on peut rattraper nos erreurs passées? Mais c'est trop tard. Je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO organisation est déjà fissurée, est déjà détruite, mais la CEDEAO des peuples continue à exister. Parce que c'est ça qu'il faut faire la différence. La CEDEAO des peuples, c'est-à-dire le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple sénégalais, le peuple nigérian et tout le reste là, burkinabé et tout le reste là, sont les peuples de la CEDEAO. Parce que issus d'un même arbre généalogique. Donc il n'y a rien de nouveau là. Donc cette CEDEAO existe depuis longtemps. Donc maintenant la CEDEAO institutionnelle, le cadre formel qu'on a mis au-dessus, n'existe plus depuis longtemps. Parce que si elle existait, elle ne devait pas courir aux sanctions. Elle ne devait pas courir à sanctionner... Des sanctions qui ne sont pas prévues par la charte. Par la charte. Oui. Des sanctions, d'ailleurs même, comment? C'est mon frère là qui disait, pour Dacier de Bindouté. Dacier de Bindouté, oui. Qui disait, même entre frères, est-ce qu'on se refuse la nourriture? En parlant en tant qu'Africains, chez nous en Afrique, on mettait des bidons, des calebasses remplies d'eau, on plaçait devant la cour, on mettait sur la route, on plaçait des régimes de bananes pour que chaque passant, qu'il soit ton ennemi, qu'il soit ton adversaire, il pourra au moins boire de l'eau et prendre 2 doigts de banane et continuer. Mais on se rend compte aujourd'hui que les peuples africains sont tellement occidentalisés. Et c'est là où on a des problèmes avec les soi-disant cultures, ou bien les gens pensent que le panafricanisme c'est la sorcellerie, ou bien ce n'est pas ou bien quand on parle, ou on dit que non, chrétien et panafricanisme, non, ils se confondent tout. La culture africaine, c'est que c'est une culture socialiste. Nous vivons en communauté. Nous savons que tel est mon frère. Climat de confiance renouvelé. On n'a pas de problème entre nous. On ne se fait pas la guerre. On ne se fait pas la guerre. On arrange nos problèmes sous l'arbre à palabre. Alors aujourd'hui, vous venez, vous nous dites que non, le Mali ne fait plus partie de notre État parce qu'ils ont fait un coup d'État. Celui qui est même le commanditaire de ces sanctions est le premier génocidaire de la CEDEAO. Suivez mon regard. Vous savez de qui je parle. Il n'est pas un modèle démocratique. C'est lui qui orchestre les sanctions. Donc quand vous parlez de la CEDEAO, il faut d'abord que la CEDEAO institution elle-même soit un modèle. Parce que quand elle accepte à son sein des criminels de premier ordre, et c'est ces criminels de premier ordre, écoutez, la transition malienne, vous avez vu un cadavre? Est-ce qu'il y a eu un cadavre? Est-ce que Assimi Goïta a du sang sur la main? Parlons peu, parlons vrai. Cette transition malienne, est-ce qu'elle a du sang sur la main? Mais il y a ceux qui siègent actuellement à la CEDEAO qui ont des millions et des millions de cadavres dans leur placard. Et c'est eux qui viennent être des soi-disant grands sanctionneurs, des grands modèles démocratiques. Non, soyons sérieux. Ça, ce n'est pas notre Afrique. Vous parlez de autre chose et non de notre Afrique. Qu'ils aillent continuer leur modèle, leur façon de faire à l'occidental, c'est-à-dire des gens qui donnent des leçons, mais qui ne sont pas des modèles. Aujourd'hui, Assimi Goïta, la gouvernante d'Assimi Goïta, que ce soit la transition, est-ce qu'une goutte de sang s'est versée? Parlons peu, parlons vrai. Chers Africains, regardons-nous droit dans les yeux. La transition malienne, est-ce qu'elle a versé une goutte de sang pour arriver au pouvoir? Non. Mais ceux qui sont là au pouvoir, c'est-à-dire à la CEDEAO actuellement, qui commandent la CEDEAO, qui ont les manettes de la CEDEAO entre leurs mains, sont
imbibé de sang, rempli jusqu'à dans les poches. Donc, au lieu que c'est de l'eau qui coule de leur poche, la sueur, mais c'est plutôt les gouttes de sang qui coulent de leur poche. Parce qu'ils ont tellement tué pour arriver au pouvoir. Donc, pour vous, la CEDEAO n'existe plus depuis cet épisode du Mali. Mais et qu'il n'y a donc rien à négocier. Non, depuis longtemps, la CEDEAO n'existe plus. Pourquoi? Parce que le principe, le sacro-saint de l'unité des peuples a été balayé d'un revers de la main. Ce n'est plus la gouvernance du peuple par le peuple, comme nous l'a appris la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une charte. Et vous-même, vous sanctionnez un peuple à des sanctions qui ne sont pas dans la charte. On est bien d'accord. Donc, comme on dit au quartier, au Cameroun, Faure Gnassingbé court dans le sac. Mais c'est d'abord, lui-même, est-ce qu'il est un modèle? Parce que pour que vous arrivez à jouer le médiateur, n'est-ce pas? Faure Gnassingbé n'est pas un modèle. Mais c'est une offre de bon service. Non, c'est une offre. Même si lui-même n'est pas blanc comme neige. C'est la CEDEAO institutionnelle, n'est-ce pas? Maintenant, c'est au peuple malien. Et comme le rappelait notre frère tout à l'heure, il ne faut pas que le Mali joue à ce jeu. Le Mali doit être conscient que voilà nos adversaires, voilà nos ennemis. Goodluck Ebele Jonathan a essayé, ça l'a dépassé. Mais en l'occurrence, c'est pas le Mali qui est demandeur. Le Mali n'est pas demandeur. Donc aujourd'hui, nous disons au peuple malien, parce que Faure Gnassingbé va justement se déplacer pour le Mali, sûrement, ou bien va convoquer les autorités maliennes, n'est-ce pas? Le président élu de la République du Mali, n'est-ce pas? Il va sûrement peut-être vouloir le rencontrer pour qu'ils échangent. Il n'est pas encore élu. Non, monsieur, il faut rappeler ça aux Africains. Le président Assimi Goïta est élu par 4,5 millions de peuples. Vous avez vu la mobilisation au Mali. Ce n'est pas le président de la transition, c'est le président élu. Et il faut que ce terme-là soit véritablement évacué. Le président de la transition, c'est le président élu. Parce qu'il y a des gens qui ont été élus avec moins d'1 million de voix. Suivez mon regard. Il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir en marchant sur les cadavres. Suivez mon regard. Dans la même CEDEAO. Donc quand nous parlons de élus, ça veut dire que c'est la volonté populaire du peuple. On parle d'élections et c'est notre frère qui disait encore, mais vous parlez des élections. Mais quelle élection a déjà apporté? En Côte d'Ivoire, l'élection a apporté quoi? Ça a apporté que des malheurs. Partout on a organisé des élections, ou surtout des fausses élections, avec la certification et la bénédiction de l'Union européenne, ou bien de la France et des autres, ça n'a produit aucun résultat. Donc, c'est une transition qui ne vaut absolument rien. Et le médiateur lui-même, c'est une médiation qui ne vaut absolument rien. Qui ne vaut absolument, merci. Une médiation qui ne vaut absolument rien. Et le médiateur lui-même ne vaut absolument rien parce que ce n'est pas un modèle démocratique. Merci. Merci à vous. Alors, je reviens à vous, mon cher Luc Michel. J'espère qu'on va sortir par là parce que Fabrice Béor l'a dit, il est un peu gêné aux entournures par cette question. Pour qu'on nous retombions, évidemment, surtout que c'est pas le plat de résistance de cet après-midi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la désignation de Faure comme médiateur est un désaveu, premièrement, pour Goodluck Jonathan, et puis, surtout, mais comme le dit Dacier de Bindouté, est-ce que finalement, Goodluck Jonathan ou Faure Gnassingbé, est-ce que c'est, pour vous, vraiment, est-ce que c'est bonnet blanc bonnet? Et surtout maintenant, vous qui vous réjouissez de cette désignation, qu'est-ce qu'il y a concrètement à négocier? La médiation va tabler sur quoi? Parce que selon Dacier de Bindouté, il n'y a rien à négocier. Il n'y a plus rien à négocier. Rétroviseur. Effectivement, c'est un désaveu pour Goodluck Jonathan, et comprenne justement le chef d'État le plus favorable à Bamako, qui est Gnassingbé, ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce qui fait que la CEDEAO a échoué? C'est d'une part le contexte géopolitique international qui a changé, mais également que l'embargo n'a pas marché à cause de l'aide de tous les pays voisins. La Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Ce sont les pays voisins qui n'ont pas empêché cet embargo de ruiner comme le voulaient les Français en leur donnant à la CEDEAO, comme voulait Paris. Ça n'a pas marché parce qu'il s'agissait, on allait ruiner toutes les économies de la région. Et justement, l'homme qui est intervenu pour empêcher et pour mettre au point, il y a toute une série de mécanismes de contournement des sanctions, c'est le Togo. C'est pour ça que moi, je me réjouis de son intervention. C'est facile de dire
il n'y a plus rien à attendre de la CEDEAO. Et je suis d'accord avec ce point de vue. Mais on ne quitte pas une union régionale comme cela. Il y a des préavis. Par exemple, regardez le cas du Mali, qui rompt avec Barkhane. Il est encore obligé de supporter internationalement, par les traités signés, les Français pendant 6 mois. Il fait tout ce qui est possible pour s'en débarrasser. Croyez-vous que, par exemple, l'Iran, qui lutte depuis 2 décennies contre des embargos occidentaux, qui a l'habitude de contourner les embargos, et maintenant avec le Venezuela et la Russie, croyez-vous que l'Iran supporterait le Mali et le Togo s'il n'y avait pas des mécanismes à mettre au point? N'oubliez pas, par exemple, que toutes les réserves de change du Mali ont été confisquées par la Banque centrale de la CEDEAO et qu'il faut récupérer cet argent. Donc moi, je pense qu'il faut retirer un maximum de choses de cette négociation en sachant que le CEDEAO veut avancer les élections et que le Mali a déjà dit qu'il n'en était pas question avec le soutien de son armée et le soutien de sa population. À vous, Luc Michel, ce n'était qu'un sujet d'accueil que certainement la direction des programmes va peut-être plus l'étoffer pour l'installer définitivement dans les prochaines éditions comme étant un sujet majeur. Nous allons prendre une courte transition et revenir pour le plat de résistance.